18h, 16h GMT. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette deuxième tranche en langue française qui reprenne la relève sur l'international ainsi qu'à ce journal sur la deuxième chaîne nationale. Un journal que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de mon collègue Hani Farag. Hani, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde et bienvenue chers téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous allons commencer le journal complet par les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli assiste à l'inauguration du forum annuel de l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle. L'armée de l'occupation israélienne achève son retrait du couloir de Netzarim. Il coupe la bande de Gaza en deux parties sur un axe est-ouest. Et enfin, un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam a été formé au Liban, mettant fin à plus de 2 ans de gouvernance intérimaire. Eh bien, à la une de ce journal, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a assisté aujourd'hui à l'inauguration du forum annuel de l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle tenu sous le thème du rôle pionnier du secteur privé dans le système universel et durable de santé. Dans son allocution, Moustapha Madbouli a affirmé que fournir les services de santé à tous les citoyens sans discrimination constituait un engagement fondamental de l'État égyptien. Moustapha Madbouli a précisé que l'État a dépensé 51 milliards de livres égyptiennes pour développer l'infrastructure et les services de santé pour la première étape du système de l'assurance qui couvre quelques 6 millions de citoyens. Il a ajouté que le gouvernement a besoin de 115 milliards de livres égyptiennes pour lever la compétence des hôpitaux de la deuxième étape du système de l'assurance maladie universelle. Intervenant lors de la séance inaugurale du Forum annuel de l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle, Dr Khaled Abdelghaffar, vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, a déclaré que l'Égypte s'était dotée en 1962 d'un système d'assurance maladie qui couvrait quelques 56 millions de citoyens. Il a d'autre part souligné que le gouvernement égyptien soutenait l'orientation de l'État à soutenir le secteur privé, à promulguer des lois le soutenant. وفرق زي ما الدكتور Eh bien, passons au territoire palestinien occupé où l'armée de l'occupation israélienne a achevé aujourd'hui son retrait du couloir de Netzarim et qui coupe la bande de Gaza en deux parties sur un axe est. Le terminal de Rafah continue de recevoir des convois d'aide humanitaire de leur acheminement vers la bande de Gaza selon les termes de l'accord de cessez-le-feu. Le terminal terrestre continue également de recevoir des patients et des blessés palestiniens en provenance de la bande de Gaza pour leur hospitalisation dans les hôpitaux égyptiens accueillant aujourd'hui le 8e groupe des blessés et des patients. Hier, le terminal avait accueilli le 7e groupe des blessés et de leurs accompagnants en provenance de la bande de Gaza. Ils se sont transportés par des ambulances vers les hôpitaux égyptiens pour y être soignés et pour recevoir les soins médicaux nécessaires. L'Égypte annonce aujourd'hui qu'elle accueillerait le 27 février un sommet des pays arabes pour discuter des derniers développements jugés graves liés à la cause palestinienne et en coordination avec Bahreïn, qui préside actuellement la Ligue arabe. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le sommet a été convoqué par l'Égypte à la demande des Palestiniens après des consultations au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours afin d'aborder les derniers développements graves concernant la question palestinienne. De sa part, le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, est parti aujourd'hui pour Washington où il doit rencontrer de hauts responsables de l'administration Trump et des membres du Congrès. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et tenir des consultations sur la situation régionale.
Eh bien, un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam a été formé hier au Liban après plusieurs semaines de difficiles tractations mettant fin à plus de 2 ans de gouvernance intérimaire. Le Premier ministre libanais a dit souhaiter un gouvernement de réforme et de salut. Il a ajouté qu'il s'efforcerait de rétablir la confiance entre les citoyens et États, entre le Liban et ses voisins arabes et entre le Liban et la communauté internationale après la guerre et des années d'effondrement économique. Son gouvernement, qui tiendra sa première session mardi matin, est confronté à la tâche ardue de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour débloquer les milliards de dollars auprès des donateurs internationaux, de superviser un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et de reconstruire le pays. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a déclaré que son pays était prêt à négocier avec les États-Unis, mais pas sous la politique de pression maximale du président américain Donald Trump. Araghchi a indiqué que la levée des sanctions nécessite des négociations, mais pas dans le cadre d'une politique de pression maximale, car ce ne serait plus une négociation, mais plutôt une forme de capitulation. La déclaration de M. Araghchi survient en fait après le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a exhorté la veille le gouvernement à ne pas négocier avec les États-Unis, estimant qu'une telle démarche serait imprudente. Le guide suprême qui a en Iran le dernier mot sur toutes les décisions stratégiques, a justifié sa position par ce qu'il appelle l'expérience, selon lui, d'accords passés avec les États-Unis mais non tenus. La Russie a déclaré que ses troupes avaient pris le village de Rykovo, Vasislavka, dans l'est de l'Ukraine, près du bastion de Chassiviar, sur la ligne de front soumise à un violent assaut des forces de Moscou. Les troupes russes mènent actuellement une vaste offensive dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Vendredi, elles ont revendiqué la prise de la cité minière de Toretsk, même si l'Ukraine affirme que la Russie ne détient pas le contrôle total. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 6 régions du pays ont subi des attaques de drones russes pendant la nuit. Sur les 151 drones utilisés par Moscou, Kiev dit en avoir abattu 70 et 74 ont été perdus sans conséquences négatives. De son côté, la Russie a revendiqué avoir abattu 35 drones ukrainiens au cours de la nuit et un autre dans la région de Leningrad, au nord-ouest du pays, ce matin, selon le ministère de la Défense. Le Kremlin a indiqué aujourd'hui ne pouvoir confirmer ou quand même infirmer une information de la presse américaine faisant état d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Washington et Moscou n'ont officiellement confirmé aucune communication entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de M. Trump et qui avait promis de mettre rapidement fin au combat en Ukraine. Le New York Post a rapporté hier que Trump lui avait indiqué avoir parlé au téléphone avec M. Poutine pour discuter de la fin du conflit en Ukraine et que le président russe lui avait assuré vouloir voir les gens cesser de mourir. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quand même dit à l'agence de presse officielle TASS qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'existence d'une conversation, mais il a laissé entendre qu'il n'était pas au courant d'un appel. Le Kremlin a quand même affirmé attendre des signaux sur une éventuelle rencontre. Le représentant permanent de la Russie auprès du Bureau des Nations Unies à Genève a confirmé que son pays ne se retirerait pas de l'Organisation mondiale de la santé. Le responsable russe a affirmé que Moscou continuerait à utiliser la plateforme de l'OMS pour un dialogue mutuellement bénéfique avec tous les pays intéressés, soulignant que l'approche de la Russie est cohérente et orientée vers le soutien aux Nations Unies. Le responsable russe a douté que le retrait de l'OMS permettrait à l'administration de Donald Trump de mieux faire face aux nombreux problèmes de santé auxquels sont confrontés les États-Unis.
Le président américain Donald Trump a annoncé retirer le droit de son prédécesseur. Joe Biden a accédé à des renseignements classés confidentiels tout en poursuivant sa croisade contre l'Agence américaine pour le développement vouée à quasi disparaître. Il lui supprime ainsi du coup les briefings quotidiens dont bénéficie l'ancien président démocrate. Ce dernier avait fait de même en 2021, citant alors le comportement incohérent de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le président américain a notamment réclamé vendredi la suppression pure et simple de l'Agence américaine pour le développement international USAID qui apporte son soutien à 10 millions de personnes dans le monde. La grande agence humanitaire du gouvernement américain va voir ses effectifs passer de quelques 10 000 salariés à moins de 300. Bien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a critiqué la coopération militaire entre les États-Unis, le Japon et son voisin du Sud, affirmant que cette coopération accroît les tensions dans la région. En fait, Kim Jong-un a affirmé que la Corée du Nord prendra des contre-mesures soutenues pour assurer l'équilibre militaire dans la région. Des détails tout de suite. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a critiqué la coopération militaire trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, affirmant qu'elle accroît les tensions dans la région et s'est engagé à prendre des contre-mesures, notamment en développant davantage ses capacités nucléaires. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a cité les propos de M. Kim selon lesquels le déploiement de moyens nucléaires stratégiques américains ainsi que les exercices de guerre et la coopération militaire avec le Japon et la Corée du Sud déséquilibraient l'équilibre militaire dans la région et posaient un sérieux défi à l'environnement sécuritaire. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi après une rencontre avec le Premier ministre japonais qu'il établirait des relations avec la Corée du Nord, tandis que les deux dirigeants ont exprimé leur inquiétude quant à son programme nucléaire. Lors d'une visite au ministère de la Défense samedi pour marquer l'anniversaire de la fondation de son armée, le dirigeant nord-coréen a déclaré « La RPDC ne veut pas de tensions inutiles dans la situation régionale, mais prendra des contre-mesures soutenues pour assurer l'équilibre militaire dans la région ». Concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, M. Kim a déclaré « L'armée et le peuple de la RPDC soutiendront et encourageront toujours la juste cause de l'armée et du peuple russe pour défendre leur souveraineté, leur sécurité et leur intégrité territoriale ». La Corée du Sud a déclaré le mois dernier qu'elle soupçonnait la Corée du Nord de se préparer à envoyer davantage de troupes en Russie, en plus des quelques 11 000 soldats déjà déployés pour rejoindre sa guerre de 3 ans contre l'Ukraine. Bien, là, on passe à cette rubrique économie avec les indices de la Bourse du Caire qui ont connu une performance mitigée aux clôtures des échanges d'aujourd'hui. La capitalisation de la Bourse a atteint le niveau de 2 milliards et 25 millions de livres égyptiennes après des échanges totaux de 4,85 trillions milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le GX30, a reculé de 0,13% au niveau de 29 973 points, alors que les indices secondaires, le GX70 et le GX100 ont respectivement augmenté de 0,06% et 0,14%. Donc avec les indices de la Bourse du Caire, nous devons clôturer cette édition de notre journal en langue française, notamment sur la deuxième chaîne nationale. Mais suivez-nous toujours pour plus d'actualités sur NAL TV International. Merci beaucoup et au revoir.